Exercice 8.2. Dans la situation de la figure, on admet que deux perles identiques sont attachées aux extrémités du fil de longueur L. Donc, vous avez les deux perles qu'on voit ici et le fil que je vais dessiner donc déjà pour l'instant en rouge qui passe ici et ici. Et donc, cette longueur rouge, c'est la longueur L en fait. Et en réalité, si je dessine un morceau en rouge et un autre morceau en vert, le morceau rouge, la longueur, c'est ce qu'on appelle R, et la longueur verte, verticale, c'est ce qu'on appelle D, si bien que quand on additionne les deux, eh bien, on a grand L, la longueur du fil, est égale à R plus D. Donc, il y a une partie ici qui est horizontale, et puis une partie en dessous qui est verticale du fil. Alors, l'idée, c'est qu'on fait tourner une des perles à une vitesse V. C'est cette perle qui est ici, en fait. Pardon, celle-ci. On la fait tourner à une certaine vitesse V, qui est donc marquée sur le schéma que je vais faire en bleu ici, cette vitesse V-là, comme ça. Et de sorte que l'autre reste suspendue en l'air, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Donc, l'autre bille, celle-ci, là, hop, elle ne doit ni monter ni descendre. On suppose que le mouvement circulaire qu'effectue la bille du haut est contenu dans un plan horizontal. Bon, ça, c'est complètement légitime. Et puis, dernière indication, la partie du fil de longueur R, c'est-à-dire là en haut, est aussi supposée presque horizontale. Et comme on va le voir tout de suite, en réalité, ça n'est pas possible que cette partie R soit horizontale. Forcément, elle doit être un petit peu penchée vers le bas. Et donc, on va expliquer tout d'abord pourquoi. Mais disons que si la bille tourne suffisamment vite, on peut quand même faire cette approximation que le fil tourne dans un plan horizontal. La bille tourne dans un plan horizontal, mais là, on fait l'approximation que le fil aussi. Alors, la question A et la question B d'ailleurs aussi ensemble, il s'agit d'exprimer la distance D, c'est-à-dire la partie verte du fil ici, en fonction de la vitesse de rotation de la perle du haut et de la longueur du fil qui est égale à R plus D. Et puis, dans une autre question, c'est d'exprimer G, l'accélération de la pesanteur terrestre, ou pas terrestre d'ailleurs, puisqu'on peut faire cette expérience ailleurs que sur la Terre. Et elle aussi, on doit l'exprimer en fonction de la vitesse V et de R du rayon du mouvement circulaire. Alors, j'ai reproduit ce schéma sur la figure de mon corrigé, en fait. Et donc, premièrement, la stratégie à adopter ici, je l'ai noté là en haut. Il s'agit donc, dans un premier temps, c'est ce qu'il y a ici, de considérer qu'on a donc un mouvement circulaire horizontal et que donc, s'il y a un mouvement circulaire horizontal, qui est dans un plan horizontal, eh bien, l'accélération centripète qui va donc maintenir la bille, la perle dans ce plan horizontal, eh bien, cette accélération centripète, elle aussi, sera horizontale. Deuxièmement, on va dire que on va appliquer la deuxième loi de Newton sur la perle qui est en train de tourner, qui est en haut, et ça va nous permettre de faire apparaître la tension qu'il y a dans le fil. Et puis en même temps, cette tension, elle va se propager dans le fil jusqu'à la perle du bas qui, elle, ne bouge pas. Et donc, on va pouvoir faire le lien entre ces deux tensions qui, en réalité, sont les mêmes, sont égales, en fait. Et c'est ça qui va nous permettre de résoudre l'exercice. Alors, si le mouvement est un mouvement circulaire uniforme et horizontal, on peut déjà écrire que l'accélération centripète sur la bille du haut, ce sera V carré sur R, où V, c'est sa vitesse, et R, c'est une des données, une des grandeurs avec laquelle on doit exprimer cette distance et puis l'accélération de la pesanteur dans les questions. C'est le rayon du cercle. Alors, maintenant, je descends un tout petit peu la chose ici et on va donc poser la deuxième loi de Newton sur la bille qui tourne. Alors, la bille qui tourne, on suppose, c'est une des hypothèses qui est écrite dans la donnée, qu'elle tourne dans un plan horizontal, ça c'est légitime, mais on suppose surtout que le fil est horizontal. Donc le fil
Ah, pardon, je me suis trompé. Le fil, il est là. Je vais me mettre un petit peu plus à l'aise. Hein, voilà, comme ça. Alors, ce fil, il est horizontal. Donc, ce que je dessine en vert, le fil est horizontal. On n'a pas une situation ni comme celle-ci, avec un fil penché vers le bas, ou comme celle-ci, avec un fil penché vers le haut. On a un fil qui est horizontal. Et donc, on va tout de suite montrer qu'en réalité, ce n'est pas possible d'avoir cette situation-là, mais qu'on peut avoir une situation qui s'en approche beaucoup et que donc, du coup, c'est assez légitime de raisonner de cette manière. C'est l'approximation qui est donnée dans la donnée, justement. Alors, on admet donc que le fil est horizontal. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a deux forces qui agissent sur la bille. Il y a le poids qui est vertical, dirigé vers le bas, et il y a une force de tension qui est dans le fil. Le poids, je l'appelle P1, la force de tension, je l'appelle T1. Et donc, cette bille, suivant un mouvement circulaire uniforme dans un plan horizontal, elle va donc subir aussi une accélération dans un plan horizontal. Donc ici, on n'a que des vecteurs qui sont soit horizontaux, soit verticaux. Je choisis donc un système d'axes x, y, horizontal, vertical, pour décrire ces vecteurs. En fait, hein. Alors, on écrit la deuxième loi Newton, ce que j'ai fait juste en dessous. Il y a deux forces, P1 plus T1. Et ça sera égal à M1 fois A1. M1, c'est la masse de la bille du haut. Bon, au cas où, hein, vous le savez, c'est la même que la bille du bas. Hein. Donc, on pourrait écrire directement M si on voulait. Alors, maintenant qu'on a ça, eh bien, on regarde ce qui se passe sur un axe horizontal, sur l'axe X en fait. Alors, sur l'axe X, il n'y a pas de poids, donc 0 pour le poids. Et puis, comme on fait l'hypothèse que la force de tension du fil, enfin que le fil, pardon, est dans un plan horizontal, tourne dans un plan horizontal, alors à ce moment-là, la force de tension T1, qui est dans le fil, est aussi horizontale. Et donc, du coup, sa composante selon x, ce sera simplement T1. Et donc, ça, ce sera égal à M1 fois l'accélération, mais l'accélération, c'est l'accélération centripète, qui vaut donc V carré sur R. Donc, en définitive, on se retrouve avec T1 égale M1 fois V carré sur R. Ça, c'est une des premières formules dont on a besoin, en fait, hein, qui nous permet donc d'obtenir la tension dans le fil. Et l'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la stratégie, c'est ensuite de faire quelque chose de manière analogue pour la bille du bas, et puis de lier les deux tensions puisqu'elles sont égales. Alors, avant d'aller plus loin, je dois maintenant vous prouver qu'il est impossible que le fil soit purement horizontal, et que donc la tension T1 soit purement horizontale elle aussi. C'est-à-dire que si dans ce qu'on a fait, on considère que c'est correct, eh bien, vous avez maintenant, attendez, si je fais, voilà, je vais, attendez, hein, je vais remettre les, voilà, comme ça. Si maintenant, j'étudie l'équation sur Y, qu'est-ce que j'ai sur Y? J'ai le poids, je vais faire en bleu pour pas qu'on mélange tout. Donc, le poids, lui, il est dirigé vers le bas. Donc, par rapport à Y, c'est moins le poids. Et puis maintenant, si la force de tension est horizontale, eh bien, sa composante selon Y est nulle. Et l'accélération centripète étant horizontale aussi, eh bien, on obtient 0. Donc, on a comme formule moins P plus 0 égale 0. Donc, la seule possibilité, c'est que P égale 0. Et P égale 0, ça veut dire que la bille n'a pas de masse. Donc, c'est impossible, en fait, de faire ce raisonnement. C'est quelque chose qui est faux, on va dire, du point de vue de la physique, mais qui n'est pas complètement faux, comme vous allez pouvoir le constater dans un tout petit moment. Alors, pour ça, je descends un petit peu. Et puis, il y a une petite question. Alors, je vais y répondre tout de suite, puisque voilà. Je vous écoute, Mathieu. Ah, je ne vous ai pas... Excusez-moi, voilà. Voilà, maintenant, je vous écoute. Je ne comprends pas très bien pourquoi P ne peut pas être une force horizontale en fait, parce qu'après, elle se traduit dans le fil horizontalement aussi, non? Vous voulez dire T? Je veux dire, la force P1,
elle se traduit aussi horizontalement dans le fil, non? Non, P1, c'est le poids. Le poids, il est toujours vertical. Le poids, la force de pesanteur, c'est toujours vertical. La bille, elle est attirée verticalement par la Terre. Oui. Donc, non, le poids, il est vertical. Il n'a pas de composante horizontale. Ah, ok. Donc là, on s'intéresse juste sur une des billes. Ah, ok, j'avais pas bien compris ça. Ok. Ouais, c'est la bille du haut, celle qui tourne seulement. Ah, j'ai cru que c'était le milieu du cercle, en fait. C'est pour ça. OK. Ok, merci. Non, alors, si vous voyez là ce que je suis en train de dessiner, le milieu du cercle, il est là. Ça, c'est le milieu du Oui. cercle. En fait, il y a encore un fil qui… Oula, il y a encore un fil. Attendez, je vais essayer. Ouais, non, mais j'ai un peu de la peine à faire ça. Donc, ce qui manque ici dans le schéma, c'est le fil qui descend là avec l'autre bille ici. Là. Oui. Voilà. Ça je ne l'ai pas fait. Et c'est volontaire que je n'ai pas fait. Donc maintenant, ce que je vais vous prouver, c'est qu'il est impossible que le fil soit purement horizontal. Et que donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, du point de vue de la physique, du point de vue strict, c'est un petit peu faux. Eh bien, je vous ai montré que c'était impossible à cause du fait que si le fil est horizontal, ça veut dire que le poids de la bille est nul, donc qu'en fait, il n'y a pas de bille, hein, puisque c'est impossible que son poids soit égal à 0. Alors, il faut, en réalité, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une composante de la tension qui soit légèrement, qui soit un petit peu dirigée vers le haut. Et donc, pour qu'elle soit dirigée vers le haut, étant donné que la tension, elle est appliquée dans le fil, eh bien, il faut que le fil soit légèrement dirigé vers le haut. Alors, je vais augmenter un petit peu la taille du schéma ici, voilà, pour que vous puissiez voir. Je pense que c'est pas mal comme ça. Tac. Et puis, comme ça. Alors, si maintenant je redessine mon fil, je le fais en vert, en fait. Maintenant, je considère un fil qui est légèrement, enfin, qui est un peu penché vers le bas, et donc qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale ici. Cet angle alpha, vous allez le retrouver ici. Je vais peut-être prendre mon tablette, ce sera peut-être mieux pour écrire. Donc, l'angle alpha, on peut alterne-interne, on peut le réécrire ici. Alors, si le fil il est oblique, eh bien, la force de tension qui s'applique dans le fil, T1, eh bien, elle sera oblique aussi. On aura donc une composante comme ceci. Voilà. Alors, si maintenant on écrit la deuxième loi de Newton, la deuxième loi de Newton, elle ne va pas changer, c'est toujours P1 plus T1 égale M fois A1. Donc, le poids plus la force de tension égale M fois A1. Puis maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe sur Y. Alors, sur un axe vertical Y qui serait dirigé vers le haut, comme ceci, eh bien, on aura le poids P1 qui sera négatif, donc moins P1. C'est ce que j'ai écrit ici, là, moins P1. Et puis maintenant, la composante verticale de T1, ben, il y en a une, puisque le fil il est légèrement penché vers le bas. Alors, cette composante verticale, ce sera l'équivalent, je vais essayer de la dessiner, en fait, ici, ce sera, non, pardon, je me suis trompé, ce sera une légère force vers le haut, comme ça, qui représente dans le triangle qu'on peut dessiner ici, ce petit côté rouge qu'il y a ici, qui est le côté opposé à l'angle alpha qu'on retrouve ici. T1, c'est l'hypoténuse, donc en fait, la composante verticale, ce sera T1 fois sinus alpha. Et donc, du coup, vous obtenez, en passant P1 de l'autre côté, P1 égale T1 fois sinus alpha. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la chose correcte, en fait. Et donc, du coup, pour que P ne soit pas égal à 0, si l'angle alpha est égal à 0, si par exemple je dessine alpha ici, puis j'écris là, si alpha égale… Non. Pardon, hop, voilà. Si j'écris alpha égale 0, eh bien, du coup, le sinus de 0, ça va faire 0. Donc, si sinus de 0 égale 0, P égale 0. Donc, si l'angle est nul, le poids doit être nul. Et ça, ce n'est pas possible.
Donc, c'est impossible que l'angle alpha soit nul. Cela dit, l'angle alpha, si la bille tourne suffisamment vite, on aura un angle alpha qui est très petit. Et donc, si alpha est petit, eh bien, du coup, le sinus de alpha, sinus alpha sera quasiment égal à 0. Et puis, par contre, eh bien, le cosinus alpha sera quasiment égal à 1. Et donc, c'est cette approximation-là qu'on fait, nous, dans cet exercice. Et c'est donc pour ça que ce qu'on a fait tout à l'heure, on va le garder, puisque c'est écrit dans la donnée qu'on peut faire cette approximation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Voilà. Bon, ça, ce n'était pas très important par rapport à la résolution du problème, mais je pense que c'était quand même important de comprendre qu'en réalité, le fil il doit être légèrement penché vers le bas. Alors, donc, maintenant, on reprend cette hypothèse que le fil est penché, enfin, n'est pas penché justement, il est horizontal. Et donc, on garde notre approximation et le résultat qui en découle, qui est celui que j'avais écrit ici, là. Attendez, hop. Que j'avais écrit. Ah ben on le voit d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'aller le chercher, il est là, c'est-à-dire T1 égale M1 fois V carré. Alors maintenant, la suite du problème, ben on va aussi poser la deuxième loi de Newton sur la bille du bas, de manière à sortir la force de tension, puis ensuite on va l'égaler avec celle-ci. Alors sur la bille du bas, les choses sont plus simples, hein, parce que la bille du bas, elle est immobile. Donc, comme elle est immobile, elle ne subit pas d'accélération. Elle subit deux forces, une qui est dirigée vers le bas, qui est son propre poids, et puis une qui est dirigée vers le haut, qui est la force de tension que j'appelle T2. T1 et T2, ce sont deux vecteurs différents, donc ils méritent un nom différent, mais en réalité, comme vous allez le voir, T1 et T2, c'est la même valeur, le même nombre de newtons. Alors maintenant, j'écris la deuxième loi de Newton. Le poids P2 plus T2 égale M fois A2. M2, hein, on peut mettre, ou M, peu importe, puisque c'est la même masse finalement. Et comme l'accélération est nulle, eh bien, ça fait 0. Elle est statique, cette bille, hein, ici. Alors du coup, sur un axe vertical Y qui va vers le haut, comme ça, eh bien, on aura T2 qui est positif, P2 qui est négatif, donc moins P2 plus T2 égale 0. Il en découle la conclusion de cette partie, T2 égale P2, et donc c'est égal à M2 fois G. Maintenant, donc, l'idée, c'est de lier ces deux équations et puis de voir ce qu'on peut en tirer. Alors ça, c'est ce que j'ai fait à la partie, sur la page suivante, qui est ici. Voilà. J'ai fait une petite remarque d'ailleurs. En supposant qu'il n'y a pas de frottement et que le fil est de masse négligeable, la tension T1 se transmet dans le fil et, en vertu de la troisième loi de Newton, même si les deux, T1 et T2, ne sont pas les mêmes vecteurs, puisqu'il y en a un qui est vertical et un qui est horizontal, ils ont la même intensité, donc on écrira T1 égale T2 égale T tout court. De plus, ici, j'aurais pu le faire dès le début, mais je le fais là, M1 égale M2, donc on écrira M tout court dans les équations. Alors, la première des équations, c'était T1, je vous la remontre hein, vite fait, elle est là. Hop. Donc la première, c'était T1 égale M1 fois V carré. T1 égale M1 fois V carré. Donc à la place de T1, on met T, à la place de M1, on met M. Alors on obtient T égale, non, c'est pas comme ça, T égale MV carré sur R. Et puis pour la deuxième, ça c'était pour la bille d'en bas, on avait T2 égale M2 fois G. C'est ici. Là. Hop. Tout en bas, T2 égale... Ah, mais c'est un peu énervant cette histoire.
T2 égale M2 fois G. Donc, T2, ça devient T, M2, ça devient M, donc il nous reste T égale Mg. On a donc ces deux équations, un système avec deux équations et deux inconnus. Les deux inconnus, d'une certaine manière, c'est M et puis T, on va dire ça comme ça. Bon, l'idée ici, c'est de se débarrasser de T. Donc, pour s'en débarrasser, on égalise les deux. Et donc, il nous reste à gauche mv carré sur R. Et puis, ça va être égal à mg, en fait. Et comme les masses apparaissent des deux côtés, et on peut donc diviser par m, il n'y a aucun risque de diviser par 0 parce qu'une masse ne peut pas être nulle. Donc, si on divise par m, il nous reste à gauche v carré sur R et à droite g. Donc, on a ici répondu à la deuxième question, qui est que G égale V carré sur R. C'est la question B. Je vous montre, je l'ai fait un tout petit peu en dessous. Voilà. G égale V carré sur R. On a déjà répondu donc à la question B, ici. Alors, je termine vite. Maintenant, la question, il s'agissait en fait de déterminer, d'exprimer, je vous rappelle la question, elle est ici, exprimer la distance D, c'est-à-dire cette distance verticale ici, là, la partie du fil qui est verticale, en fonction de la vitesse et de la longueur L du fil, la longueur totale. Alors, on va partir de ce qu'on a trouvé. On a ici V carré sur R égale G. Donc, on retourne cette formule et on trouve que R égale V carré sur G. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, la longueur totale du fil, c'est la partie verticale plus la partie horizontale. La partie verticale, c'est D, et la partie horizontale, c'est R. Donc maintenant, cette partie horizontale R, on peut l'exprimer comme L moins D. Et comme on l'a déjà exprimé comme étant V carré sur G, eh bien, si on égalise les deux, qui sont les deux formules encadrées en vert, on trouve L moins D égale V carré sur G. Ce que j'ai écrit ici. Et donc finalement, si on veut D, on passe le D de l'autre côté et on passe le V carré sur G de l'autre côté aussi. Et il nous reste donc la formule finale, D égale L moins V carré sur G. On a donc bien cette distance qui est exprimée en fonction de la vitesse V et de la longueur totale du fil.